Donc bonjour, c'est un travail que j'ai développé lors d'un stage de 3 semaines en mai et juin 2014 sous le cadre de l'Université Bretagne Sud à Lorient et qui est lié aussi à l'association Razena dont une partie de ses activités est liée à l'archéologie expérimentale. Le stage s'est déroulé donc à Lorient et aussi au village de Lambmy-la-Melleran. Et donc les céramiques que vous allez pouvoir observer ont été fabriquées donc par Jérôme Collivet et en partie financé par Yves Rocher. Donc le but de ce stage était tout d'abord de fabriquer de l'appoint par le biais d'une méthode antique pour avoir comme finalité de poisser des amphores, pour ainsi les remplir de vin et pouvoir faire des nouveaux marqueurs chimiques, parce que Nicolas Garnier va ensuite analyser ce vin et donc ainsi créer des nouveaux marqueurs, pour faciliter l'identification du vin ancien. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'appoint ? Donc la terminologie de tout ce qui est des goudrons végétaux et lié à la résine est assez complexe. Il y a beaucoup de confusion, notamment dans les sources antiques, sur l'appellation de chaque état. Donc il y a beaucoup de confusion entre l'utilisation du mot poids et résine. Donc là, je vous ai mis deux définitions, un d'un dictionnaire et une autre issue d'un article de Nicolas Garnier de 2010, où donc il dit que l'appoint ou goudron végétal est produit par pyrogénation de bois résineux. Donc pour ce qui est des utilisations, donc l'appoint a été utilisé jusqu'au 19e siècle et pour différentes raisons, notamment donc l'imperméabilisation, donc pour empêcher donc le contenant de traverser la céramique, pour la conservation des fruits, comme l'indique Columel, pour donner un goût, notamment pour le vin, par exemple Pline disait donc dans l'histoire naturelle, le procédé pour passer les vins est d'y jeter de l'appoint lors de la première ébullition du mou, qui dure environ 9 jours, de sorte que le vin prend de l'odeur et une pointe de saveur. Donc c'était bien pour le goût qu'il y était ajouté. Aussi pour les contextes militaires, juridiques, les constructions navales, la pharmacopée, les modifications, etc. Donc ça avait de multiples utilisations. Et donc moi je vais vous présenter tout l'aspect de la fabrication et dans un second temps tout ce qui est lié au poissage. Donc pour ce qui est de la récupération, tout d'abord de la résine, il y a deux possibilités, ou par gémage, ou alors le bois du bois résineux était récupéré et chauffé lentement dans un four. Donc c'est une technique qui est décrite par Théophraste et on utilisait généralement ce qu'on appelle du bois gras. Donc c'est un état particulier du bois qui était à cette période-là gonflé de résine. Et nous avons commencé par rechercher des écorces de bois. Donc, sans avoir de problème avec les gardes forestiers, ce qui a posé un peu une première question, c'est où les prélever. Donc, au début, on a d'abord recherché ces écorces sur des arbres qui avaient déjà des zones légèrement détachées. Et au final, on n'a pas été très convaincus parce qu'il y avait assez peu d'odeur de résine qui en ressortait. Donc, un deuxième prélevage d'écorce a été développé et ça a permis sur des arbres qui étaient préalablement coupés, fraîchement coupés, ce qui a permis de prélever directement l'écorce ainsi que l'aubier, donc sur 1 ou 2 millimètres. Le tout a été mis dans un lieu sec et à température ambiante, jusqu'à ce qu'on ait fait la première extraction. Alors voici la technique qu'on a utilisée. Donc c'est une technique qui est connue et qui a été utilisée durant l'Antiquité. Donc ça s'appelle la cuisson en vase ou en four. Donc en clair, les huiles volatiles vont s'éliminer progressivement et seul le goudron végétal va rester dans la céramique inférieure. Le principe est donc d'enterrer une céramique dans le sol qui va être vide, et celle du dessus va avoir des écorces, va être remplie d'écorces, et où un disque végétal va bloquer pour éviter que tous les écorces tombent dans la céramique du bas. Les deux ouvertures vont être collées à l'aide d'argile, et la céramique, autour de la céramique, ça va être chauffé à une température forte, ce qui va permettre à la résine d'exuder, et la résine va couler dans la céramique inférieure. Donc
il y a plusieurs expérimentations qui ont été faites déjà par d'autres personnes, notamment une citation Offan qui parle justement de toute cette des réactions qui ont été produites. Au-dessus de la céramique, on peut observer donc un trou, ce qui va permettre l'échappement des gaz. Et en dessous, il dit aussi qu'il y a un autre trou, ce qui va permettre l'évacuation de l'eau, parce que il va y avoir une formation d'eau lors de l'extraction de la poix. Alors, il considère qu'il y a une différence de température entre la jarre supérieure et inférieure qui peut aller, il dit de 700 degrés sur la jarre supérieure et de 70 degrés dans la jarre inférieure. Donc je ne sais pas trop comment il arrive à faire ça, parce que la céramique est quand même conductrice au niveau de la chaleur. Il dit que c'est aussi une opération complexe, c'est un rendement très faible, et donc on va pouvoir voir les problèmes que nous avons eus nous pendant notre propre expérimentation. Archéologiquement, donc il y a beaucoup de fours qui ont été retrouvés, surtout dans la zone des Causses. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Audange, qui est en Gironde, qui est un important centre de production où on peut voir donc où il a été retrouvé donc des fragments de jarres et aussi des structures en tuiles, et donc les structures en tuiles permettaient de protéger donc la zone de chauffe, et une organisation en parcelles symbolisée donc par des trous de poteaux et aussi des fossés. Et on peut observer donc deux types de structures, c'est-à-dire des fours à bâtis simples et donc ces fours à base de grands vases de plusieurs centaines de litres. Alain Trintignac aussi explique que ces ateliers étaient généralement liés à des exploitations agricoles, et que ces structures étaient assez légères et généralement utilisées pendant une certaine saison, quoi. Donc, pour la première expérimentation, pour savoir si les écorces avaient bien de la résine à l'intérieur, on les a d'abord mises, on a mis certaines dans un récipient avec de l'eau, et à partir du moment où l'eau bout, la couleur de l'eau a bruni peu à peu, et on a observé donc de la résine un peu partout sur les écorces qu'on peut voir ici, et on a attendu que l'eau s'évapore complètement. Ça a pris à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures, presque 3 heures, et on a pu observer donc des plaques noires, comme si le récipient était poissé sur le fond. Donc ça montrait que effectivement ces écorces étaient remplies de résine. Donc là on a commencé à vouloir faire les installations qu'on a vues tout à l'heure. Donc on a rempli de pain la céramique supérieure, on a mis donc le filtre végétal, la céramique on a enterré et elle était donc vide, et on a mis par-dessus donc l'autre céramique qu'on a joint donc avec de l'argile. Il y en a une où on a mis de l'argile sur toute la face supérieure, au final on l'a enlevé par la suite. Et après donc on a commencé à chauffer. Donc pour la première chauffe, on a chauffé juste à une température assez basse qui était entre 70 et 80, parce qu'on avait peur en fait que l'écorce à l'intérieur se crame trop vite et devienne du charbon, ce qui ne permettait pas l'extraction de résine. Au final, lorsqu'on a ouvert, il n'y avait donc pas de poids dans la céramique inférieure. La résine avait bien commencé, on peut le voir ici, à s'extraire du bois. Et on peut voir des coulures sur la céramique supérieure et absolument rien donc dans la céramique inférieure. Donc on s'est posé donc les questions. Est-ce que la céramique inférieure était trop chaude? Est-ce que la chauffe n'était pas assez longue ou pas assez forte? Donc on a retenté le lendemain une deuxième chauffe avec les mêmes écorces, ainsi qu'une chauffe différente, une première chauffe avec d'autres écorces qui n'étaient pas encore utilisées. Et donc on a pu observer donc les chauffes étaient beaucoup plus fortes, on sont allés jusqu'à 180 degrés. Alors quand je dis 180 degrés, c'est ici, parce que le thermomètre il était vraiment tout au-dessus, donc la partie la plus haute, qui était aussi la plus froide, entre guillemets, parce qu'il devait faire assez chaud, de l'assemblage. Et donc la chauffe, donc pareil, a duré assez longtemps. On sentait une odeur s'extraire de cette zone-là. Ça a d'ailleurs noirci la zone, et c'était une zone qui était un peu jaunâtre à la fin de l'expérience. Bon, malheureusement, on n'a eu absolument aucun résultat. Mais il y avait une très forte odeur de résine à l'intérieur des céramiques, une présence de traces, notamment ici, qui ressemblait donc à de la résine, de la poix qui avait collé sur les parois.
Et donc, comme je disais, sur le trou supérieur, une teinte un peu jaunâtre, et toutes les écorces ont été retrouvées sous forme de charbon. Donc, on s'est posé la question, encore une fois, de pourquoi ces échecs. Est-ce qu'on a chauffé, est-ce que la chauffe n'était pas assez longue ? Est-ce qu'elle a été trop forte trop rapidement, parce que l'écorce n'a pas été sous forme de charbon trop rapidement ? Pourtant, bon, c'est un exemple un peu à part, mais il y a eu de la confection de Bray dans le sud de la France par Kevin Pechkilichini, Maxime Rageot et Martine Roger, où ils disaient qu'ils avaient laissé pendant 3 heures à 600 degrés la céramique à chauffer. Donc ça veut dire qu'ils ont eu un résultat, donc c'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir ce résultat avec une température aussi haute. Est-ce que l'écorce de pin n'avait pas assez de résine ? Je pense que c'est une des propositions qui était les plus probables. Et donc, ce que Pline l'explique, il y a différents types de bois, qui ont plus ou moins de résine, et qui est plus facile ou pas à extraire. Et donc, les céramiques utilisées sont des reproductions en plus petites des céramiques retrouvées en contexte archéologique. Est-ce que c'est un problème aussi ? Est-ce qu'il ne faut pas une certaine quantité d'écorce pour pouvoir avoir un résultat ? Et aussi, la dernière hypothèse, c'est que toute cette méthode est principalement utilisée à travers des textes. Donc, est-ce que la méthode proposée n'est pas inexacte ? On a bien, comme l'a dit Alain Trintignac, sur le principe n'est pas à remettre en cause, mais il reste à comprendre les différentes modalités de sa mise en œuvre. Et je pense que c'est vraiment là-dessus où il faut réussir à trouver des solutions. Et donc voilà pour l'instant où ça en est pour toute cette partie-là. Donc face à ce problème, parce qu'il fallait tout de même poisser 8 amphores, il a fallu donc créer une poix d'une autre manière. Donc pour les amphores et le poissage, on a choisi plusieurs types de poissage à base de pois, de cire, de mélange de pois et de cire, et de mélange de pois et de matière grasse, et de matière grasse mélangée à de la cire. Et donc avec différents types de contenants, vin et huile. Et donc pour un type de contenant pour un contenu, c'est-à-dire le vin, on a mis tous les types différents de poissage, ce qui va permettre de comparer leur efficacité. Donc poisser, c'était donc le but était d'imperméabiliser ces céramiques pour que, donc, comme je disais tout à l'heure, Nicolas Garnier puisse analyser par le biais de la chimie organique les contenus de ces céramiques beaucoup plus tard, ce qui va permettre de compléter les données la base de données de chromatogramme et spectre de masse sur le vin ancien, parce qu'on va laisser vieillir ce vin, et ça va permettre donc d'identifier plus facilement les constituants donc de ces restes organiques anciens, sachant que ça va être du vin qui a été dans des amphores poissées, et donc la poix va se mélanger à l'alcool, ce qui va donner un goût légèrement différent. Donc ça aussi est intéressant pour l'aspect gustatif, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc ça va être aussi intéressant de voir l'imprégnation donc du contenu dans la paroi, à la fin de cette expérience. Donc pour les amphores, les voici. Il y avait une amphore étrusque de ce type-là, et autrement c'était que des amphores romaines. Donc c'est posé la question de la façon dont il faut les boucher. Donc bien sûr, il fallait essayer de trouver un moyen de fermeture hermétique, tout en apportant le moins de pollution moderne. Donc on a regardé rapidement les possibilités. Il y avait les bouchons en céramique, les céramiques tuiles coupées, les bouchons de liège, l'utilisation de chaupe ou de zolane ou de cire pour bien fermer le tout, aussi l'hypothèse du cuir. Et donc on a utilisé une solution qui se recoupait, c'est-à-dire l'assemblage d'un bouchon en cire, d'un bouchon en céramique avec de la cire par-dessus, un bouchon en liège et de nouveau de la cire. Donc là on va dans ces schémas. Et donc après on est passé à la fabrication de la poix. Donc là vous pouvez voir de la résine qui a été extraite par gémage, normalement, oui c'est ça. Cette résine a été filtrée. On a testé d'abord de la chauffer au bain-marie, mais la température n'était pas assez chaude, ce qui n'a donné donc aucun résultat. Donc on a ensuite fait une chauffe au four.
Donc il fallait bien humidifier les céramiques pour éviter qu'elles éclatent. Au bout de 10 minutes à 150 degrés, la résine était totalement fondue. Et j'ai augmenté donc la température à 200 degrés. Et 10 minutes après, il y avait une odeur assez particulière qui a jailli et beaucoup de fumée. Donc il fallait vraiment aérer énormément. Et donc la résine était très liquide. On voyait qu'elle était extrêmement liquide. Au bout de 40 minutes, une mousse blanche se créait à la surface. La température est montée jusqu'à 250 degrés et la chauffe a été arrêtée au bout de 50 minutes. La résine s'était au final déjà transformée en poids en 20-30 minutes environ à 200 degrés. Donc elle n'avait pas changé en augmentant la température. Ça a été chauffé à nouveau pour essayer de voir d'éventuels changements, mais il n'y en a pas eu. Donc quand elle s'est solidifiée, donc là c'est quand elle est sortie du four, et quand elle s'est solidifiée, ça a fait une masse vraiment très noire, qui se reflétait énormément, presque comme du verre, et très solide. Dans un deuxième pot a été mélangé donc de la résine avec de la cire, et ça a été chauffé pendant 20 minutes de 200 à 250 degrés. Alors, le mélange a débordé, je pense que c'est dû à la cire, parce que c'était la seule différence avec la première chauffe. Vaut mieux en fait fondre les deux éléments séparément et les mélanger après la chauffe des deux, parce que sinon ça fait déborder donc le tout. Après le refroidissement, donc le mélange, c'est celui-ci qui était jaune. Il restait dur, mais il était beaucoup plus malléable que le premier. J'ai aussi fait donc de la graisse, j'ai fabriqué de la graisse animale que j'ai fait fondre pour pouvoir la mélanger avec la poix, et ce qui donnait cette matière très visqueuse et très facilement malléable. Et donc j'ai aussi chauffé de la résine à 300 degrés, ce qui, au bout de 15 minutes, la résine a pris feu. Donc ça montre qu'il ne faut pas faire ça chez soi. Et donc ça demande vraiment un milieu extrêmement aéré pour faire chauffer la résine. Et voilà, donc c'était un peu la limite que je n'ai pas repassée pour éviter d'avoir des problèmes. Et donc après toutes ces expériences, on a fini par donc poisser les différentes céramiques. Donc là, on peut voir des différents poissages. Donc ça, c'est avec la matière grasse animale qu'on a mélangée avec de la cire. Ça, c'est principalement de la poix avec un peu de cire. Ça, c'est de la cire avec c'est de la cire, juste de la cire. Et celle-ci, ça doit être un autre mélange de poix et de cire. Et donc on a fabriqué donc un tampon pour essayer de réussir à badigeonner et à bien poisser tout le contour. Bon, le principe c'était de prendre la céramique, de faire couler et de tourner la céramique en même temps, parce que sinon ça a tendance à sécher extrêmement rapidement. Comme vous pouvez le voir ici, ça fait des gros amas cireux et résineux. Au final, on a testé d'essayer de poisser une céramique avec de la poix qui n'était pas mélangée, et on a rapidement compris que c'était assez compliqué, parce que directement elle se solidifiait et il était impossible de la faire vraiment couler. C'était vraiment alors, ou elle n'était pas chauffée assez, ce qui empêchait du coup qu'elle coule, ou alors c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il fallait chauffer un peu la céramique mais bon, du coup il faut la chauffer très fortement pour qu'elle puisse ne pas faire solidifier la poix. C'est des questions qui nous ont été posées lors de cette expérimentation. Donc pour le fait de tourner les céramiques, c'est des choses qu'on observe aussi dans les textes, donc notamment chez Pline ou Columel. Donc face à l'impossibilité donc de mettre cette poix, on a fini par la mélanger avec de la cire pour finaliser tous les poissages. À la fin, ces céramiques ont été retournées pour bien faire couler tout le surplus. Et donc on a fini par remplir les différentes céramiques de vin ou d'huile, et elles ont été bouchées. Et donc voilà. Après donc qu'est-ce que ça peut nous apporter tout ça? Que ce soit pour la méthode antique, où on a eu des grandes difficultés à avoir, on n'a pas eu de résultat du tout. Donc ça nous a apporté surtout beaucoup de questionnements sur la réalité des textes. Est-ce qu'ils oublient de mentionner certaines choses? On a pensé à un moment donné à mettre éventuellement de l'eau ou une matière aussi autour de la céramique qui puisse garder cette céramique plus froide que la céramique supérieure.
Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir une surveillance de la température sur différentes zones du dispositif, ce qui permettrait de mieux comprendre ce qu'il se passe exactement à l'intérieur des céramiques, avoir aussi une meilleure compréhension des méthodes modernes, avec notamment le questionnement d'archéologues qui ont essayé de faire de l'archéologie expérimentale, parce qu'au final ils en parlent mais ils disent pas réellement comment ils ont fait et leurs résultats, et aussi questionner ce que j'ai vu, des personnes qui essayent de reproduire naturellement certaines choses avec des moyens plus modernes et qui ont réussi à avoir de la poix. Donc je serais assez intriguée de leur poser des questions sur comment ils ont fait. Et pour ce qui est du poissage, ce qui pourrait être intéressant de développer, c'est la création de plusieurs mélanges, en mélangeant de la poix avec plus ou moins de cire, plus ou moins de matière grasse, pour voir l'évolution de la texture de la poix, son efficacité, que ce soit au niveau de la création des bactéries au fil du temps et pour l'imperméabilisation aussi. La problématique donc de la conservation de ces mélanges pourrait être donc posée dans le cadre d'un travail sur le plus long terme. Après donc les études sur la poix, il y en a plein qui ont été développées, notamment sur les structures archéologiques, mais au final sur la création elle-même, il y a des choses qui ont été faites, mais il n'y a pas vraiment encore de solution pour certaines périodes et pour certaines techniques, comme donc cette technique antique des fours en vase clos. Voilà, je vous remercie.